Salut Internet, tu as bien lu le titre, le pont de Londres en plein désert. Par contre, c'est ni celui-ci, ni celui-là, mais bien celui-ci. Ça ne date pas d'hier, mais son histoire est plutôt insolite. Donc, Londres, London, Londres, Londra, capitale du Royaume-Uni, elle a été l'heureuse propriétaire de nombreux London Bridge durant son existence pour passer d'une rive à l'autre de la Tamise. Autour de l'an 50, on a construit des ponts en bois pour traverser le fleuve entre la cité de Londres et Southwark. Alors le bois, c'est joli, mais ça brûle. Ça met du temps, hein, mais ça brûle. Et ça supporte pas bien le vent. Genre, lors de la méga tempête de Londres de 1091, il s'est envolé vers de lointaines contrées. Envolé. Enfin, je dis une tempête, c'était surtout une énorme tornade de catégorie F4 sur l'échelle de Fujita. Elle a aussi détruit des centaines de bâtiments, et je vous vois venir. Non, le pont il s'est pas envolé jusqu'au désert d'Arizona. On va y venir à cette histoire. À un moment, un mec s'est dit, un pont en pierre, ce serait quand même vachement pratique, hein. Alors, bon, j'ai pas refait de pont en pierre, je suis désolé. Super pratique, le gars en question, c'était le roi Henri II. Il en a même profité pour ajouter un accessoire assez original, une chapelle au milieu du pont, dédiée à l'archevêque de Canterbury, assassiné quelques années plus tôt. Donc, on a le premier pont en pierre, qui a coûté une blinde. Henri II a même dû créer un impôt sur la laine et la peau de mouton pour essayer de joindre les deux bouts, et ainsi joindre les deux rives. Et il en a vécu des trucs en 622 ans. Il y a eu des maisons construites dessus, des habitants, beaucoup de bouchons et des piétons qui n'arrivaient pas à avancer à plus d'1 mètre à l'heure. Les gens ont commencé à râler, genre à râler. Un concours est donc organisé en 1799 sur l'Instagram de l'époque pour désigner le nouveau pont de Londres. L'Écossais Thomas Telford propose sa version, un pont arqué tout en fer avec une hauteur de 20 mètres au centre pour permettre aux bateaux à mât de passer. Mais bon, début 19e, ils le sentent moyen quand même, un pont en fer. Alors, changement de cap, on part sur la propale de John Rennie, en pierre, avec 5 arches. C'est plus classique, mais tout aussi efficace. Inauguration en 1831 et destruction du vieux pont. 8000 piétons, 900 véhicules par heure. Ça fait beaucoup de passages sur le nouveau pont et beaucoup de bouchons. On décide alors de l'élargir. On ajoute 4 mètres avec des corbeaux de granit. C'est certes plus efficace, mais le souci quand on ajoute du poids sur un truc lourd au-dessus de l'eau, c'est que ça coule. On se rend compte en 1924 que le côté du soleil levant était 9 cm plus bas que l'autre. Ça penche légèrement, de 0,48%. Mais pas de jaloux, le côté ouest s'enfonce aussi, plus lentement. Il doit trouver l'eau de la Tamise un petit peu trop froide à son goût, j'imagine. Et c'est comme ça qu'à force de couler, le pont va traverser la Terre et se retrouver en Arizona, en plein désert. Fin de l'histoire. J'ai menti, évidemment. En 1967, Ivan Lukin propose une idée. Et si on vendait le pont sur le bon coin? Le Common Council of the City of London se fout un petit peu de lui, quand même, mais finit par accepter. Et le 18 avril 1968, l'Américain Robert McCulloch, qui cherchait un pont, visiblement, l'achète pour la modique somme de 2,5 millions de dollars. Vraiment, un truc qu'on fait tous très régulièrement, d'acheter un pont. Et avant de commencer le Lego le plus stylé du monde, on va parler un petit peu de ce gars-là, ce fameux McCulloch. McCulloch, il était entrepreneur. Il a monté une boîte et pif paf pouf, il est devenu riche, c'est l'essentiel. Robert se dit un jour, et si je me créais ma propre ville? Et il créa sa propre ville. Lake Havasu City, sur la presqu'île du lac Havasu au Colorado en 1964. Dans la foulée, il se dit que ça manquait un petit peu de pont, alors il est allé sur le bon coin et il a acheté un pont, le London Bridge. Et c'est là que commence le Lego le plus stylé du monde. On démonte le pont pierre par pierre. On y met des petits numéros et on envoie le tout par voie maritime. Après beaucoup de kilomètres, un léger mal de mer et un petit peu de camion depuis la Californie, le pont arrive en Arizona. Il est reconstruit pierre par pierre, en suivant bien la notice. Enfin, pierre par pierre, pour être honnête, sa structure est quand même un petit peu modifiée. On se dit que faire voyager 130 000 tonnes de cailloux, c'est à la fois lourd, compliqué et cher. On ne déplace donc que 10 000 tonnes de blocs, seulement les pierres visibles. Et ces pierres, on les place ensuite sur une charpente en acier recouverte de granit. Je trouve ça plutôt malin. D'ailleurs, puisqu'on parle de trucs malins, figurez-vous que cette île-là, avant c'était une presqu'île. Il a vraiment posé son pont là où il n'y avait pas d'eau, et puis il a fait creuser ensuite un canal juste en dessous. Après tout, pourquoi se gêner? L'inauguration a lieu environ 3 ans plus tard, le 10 octobre 1971. Ce jour-là, McCulloch veut du lourd, du sensationnel. Ça veut dire feu d'artifice obligatoire, parade, attractions en tout genre,
Il arrive même à faire en sorte que le maire de Londres lui-même se pointe, et mine de rien, c'est une réussite. Le pont fait connaître le coin et il aide considérablement la ville à se développer, surtout au niveau du tourisme. Beaucoup de monde vient voir le fameux pont anglais et américain, appelez-le comme vous voulez. Et finalement, c'est pas le seul monument européen qui se retrouve aux États-Unis. L'église Saint-Bernard de Clairvaux est un autre exemple qui a été beaucoup moins bien organisé. Déjà, on n'est plus en Angleterre, mais en Espagne, dans la province de Ségovie, la petite commune de Sacramenia. Là, au XIIe siècle, un monastère est construit. Il est là, tranquille, il embête personne. Puis, début 1836, pour renflouer les caisses de l'État, la régence espagnole met en place la législation des confiscations ecclésiastiques de Mendizabal. En gros, l'État récupère les propriétés de l'église et les vend à des gens, à des particuliers. Est-ce qu'il dédommage l'église ? Évidemment que non. C'est comme ça que notre petit monastère de Clairvaux, là, devient une propriété privée. Il quitte l'Espagne 90 ans plus tard, en 1925, lorsque William Hearst, un magnat américain de la presse, décide de l'acheter. Comme pour le New London Bridge, on démonte le tout pierre par pierre et on emmène l'ensemble en Floride. Sauf qu'il manque quand même une étape. Ils n'ont pas imprimé de notice Ikea. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de notice Ikea ? Bah on abandonne le montage. Finalement, des courageux ont accepté le challenge 27 ans plus tard et ont reconstruit le monastère un petit peu à tâtons et bah ouais, aujourd'hui il est dispo à Miami pour notamment organiser des mariages par exemple. Franchement, allez voir sur Google Street View, ça a l'air vraiment sympa. Pas mal de monuments et de bouts de bâtiments européens ont été achetés puis déplacés aux États-Unis par des familles très riches. L'Agecroft Hall par exemple, un manoir anglais du XIIIe siècle. Faut savoir une chose, de 1890 à 1930 environ, les Américains qui avaient de l'argent, vraiment beaucoup d'argent, ils achetaient de grands terrains et ils y construisaient des manoirs en s'inspirant de ce qu'ils avaient vu pendant leur voyage en Europe. En gros, ils copiaient les Européens. Dans ce paquet de gens riches, on a Mr. Thomas William Jr. qui se dit flemme quand même les gars de construire un manoir. Je vais plutôt aller l'acheter là-bas et puis le ramener ici, ce sera beaucoup plus simple. Hop hop hop, son architecte démonte l'Agecroft Hall qui était en train de dépérir et le remonte sur les berges de la James River à Richmond en Virginie. Alors ok, il a un petit peu adapté la baraque au XXe siècle, hein, genre il a mis des toilettes par exemple. Donc ce n'est pas exactement la même maison qu'en Angleterre, mais quand même. Et de nos jours, c'est un musée. Alors que le pont de Londres là, bah, il a été reconstruit quasiment à l'identique en Arizona. Et du côté de la capitale britannique, ils sont évidemment pas restés sans pont après la vente. Et dès 1967, le Modern London Bridge entre en construction et est inauguré par la reine elle-même en 1973. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Surtout, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce nouveau format, ou lâchez un like, ou un abonnement, ou faites les trois. Les trois, c'est bien aussi. Et si vous voulez utiliser un emoji château, par exemple, qui est dispo comme l'emoji du petit palmier, bah, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre pour soutenir encore plus la chaîne. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.